Mais je m'entraîne tous les jours avec les 12 meilleurs Français à l'INSEP, et donc avec l'équipe de France à Vincennes. Je suis quelqu'un de simple, de très gentil à côté, mais c'est vrai que sur la piste, je me transforme un peu, quoi. Clairement en guerrier. Tu deviens plus agressif. Ouais. Beaucoup plus D'accord. agressif. Il est extraordinaire parce que ce type-là, j'ai showman. l'impression que c'est un showman Exactement, ouais. à l'américaine. La première fois que tu le rencontres et que t'es jeune et que ça t'arrive, bah tu râles dans le jeu, tu râles. Ok. Et puis bizarrement, bah tu perds le match parce que t'es rentré dans son jeu, t'as râlé, t'es sorti de ton escrime, tu mets moins bien tes coups du coup, et lui, bah c'est bonus pour lui, quoi. C'est ce qu'il cherche à faire. Il a trouvé juste milieu, c'est là où les entraîneurs sont forts. Ce juste milieu à avoir une routine d'entraînement technique, physique qu'il faut garder la base, on va dire, tout en arrivant à sortir un petit peu des fois des sentiers battus pour pouvoir créer de l'envie, de l'amusement, de la performance. Créativité. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? Un café. Un café ? Un café. Je mange pas grand chose le matin. C'est un café. Puis je vais pas te cacher que c'était pas mon tour de me lever ce matin. C'est celui de ma femme pour s'occuper des enfants. Donc j'ai fait une petite grasse mat jusqu'à 9h30. Ok, excellent. Jour de chance aujourd'hui. C'est ça. Bah écoute, salut. Julien, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle donc Julien Mertine. Donc je fais de l'escrime, du fleuret particulièrement. Au niveau, je suis en équipe de France. D'accord. Mon club, donc c'est Roy Malmaison dans le 92, mais je m'entraîne tous les jours avec les 12 meilleurs Français à l'INSEP, donc avec l'équipe de France à Vincennes. J'ai 33 ans et une femme et 2 enfants. Voilà. Cool, et 3 chiens. Même pas. Même pas de chien. Ah là là. C'est super. Quand est-ce que t'as commencé l'escrime ? Et mon père est entraîneur, donc et maître d'armes. On va rentrer plus dans les détails. Donc maître d'armes, donc j'ai commencé. Il m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit, mais j'ai traîné dans les salles. T'es tombé dedans. J'ai 3 ans et j'ai vraiment commencé à 5-6 ans, quoi, on va dire. T'as commencé à 5-6 ans ? Ouais, à peu près, ouais. Ok. Donc c'est mon père qui est entraîneur à Rueil Malmaison, donc c'est un gros club d'escrime. Et il a aussi un deuxième petit club, on va dire, qui était à côté de chez mes parents dans le 78, à Mantes-la-Jolie. Où là, j'ai commencé jusqu'entre 5 ans et on va dire 11 ans, quoi. T'as tout de suite aimé l'escrime ou... Ouais, tout de suite aimé, sans non plus être au taquet à m'entraîner tous les jours. J'y allais quand 1 ou 2 fois par semaine. C'était fun, quoi. Ouais, fun, puis j'étais un peu hyperactif, donc je faisais un sport tous les jours quasiment. J'ai fait natation, j'ai fait du hand, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait de la gym. Donc tu n'étais pas forcément prédestiné à faire de l'escrime Non, voilà. Non, ça, j'ai adoré ça, mais comme tous les sports à cet âge-là, quand on est gamin, tout ça, on adore tout. Et au fur et à mesure, avec le temps, j'ai diminué le nombre de sports parce que fallait garder une priorité. Et puis vers 12 ans, on va dire, j'ai gardé que l'escrime. D'accord. Il y avait une raison particulière parce que c'était plus facile ou parce que tu avais des facilités ? C'est ce qui me plaisait le plus. D'accord. Au fur et à mesure, par exemple, j'ai supprimé les sports co rapidement. C'est chiant de communiquer avec les gens. Ouais, et puis il faut tomber aussi dans les bons groupes. Je suis peut-être mal tombé ou peut-être des souvenirs que j'en ai. Si sur une équipe de 6, il y en a un ou deux qui est un peu fainéant ou machin, on perd facilement des matchs. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'être moins sympa, quoi. Mon point de vue après. Tu peux tomber sur un super groupe. Mais tu peux tomber, c'est ce que je suis tombé sur. Et pas être forcément bon de base, mais comme tu as un groupe qui est excellent. Voilà. Alors que si tu peux être excellent mais dans un groupe mauvais. Exactement. Du coup, fur et à mesure, j'ai tout supprimé. J'ai gardé l'escrime vers 11-12 ans. Mais sans me mettre la pression non plus. J'avais les copains. On habitait à la campagne. Donc les copains, les
les matchs de foot entre potes, et l'escrime quand j'avais envie, mais si je voulais pas y aller, mon père, Te forçait pas. Non, j'avais zéro pression. Ça c'est top, hein. Ouais. Et sur ce que beaucoup de monde me demande, c'est est-ce que c'était pas trop dur avec le papa qui demande des résultats. Bah forcément, ouais. Moi j'ai posé la même chose en fait. Non, j'ai jamais eu de pression, jamais eu d'obligation. Il m'a un petit peu poussé, mais sans plus. Donc c'était ouais, non, vraiment top. Ça, en plus, je pense que du coup, ça change totalement ton plaisir. Enfin, je pense que tu prends beaucoup plus de plaisir quand t'as aucune. Enfin, je sais que moi j'ai vu des tireurs ou même j'ai vu d'autres athlètes quoi, où le père est entraîneur ou même fervent supporter quoi. Et forcément, je pense qu'ils prennent forcément moins de plaisir parce qu'ils vont se prendre pas une rouste, mais il y a quand même une projection. C'est ça, mais mon père, je part. pense, a su faire la part des choses et m'a jamais vraiment mis la pression là-dessus. Et je faisais en plus, donc, quand j'ai basculé sur Rueil-Malmaison, moi on avait 1 heure de route pour aller à l'entraînement. Ah la vache, faut être motivé. Hein. Ouais, donc je partais à 16h30. On arrivait à 17h30 pour le premier cours de débutant. Je restais sur le côté à faire mes devoirs ou pas. Et après, j'enchaînais avec mon cours. Et puis après, j'avais encore 2-3 heures d'attente derrière pour le cours des grands. Où je m'entraînais un peu avec eux, enfin, je jouais avec eux aussi. Du coup, j'arrivais à 17h30, je repartais à 22h à chaque séance, à chaque fois. Mais c'était un vrai plaisir, quoi. Pour moi, c'est un peu la récréation. C'est sa récréation, puis j'étais un peu le chouchou des grands. Enfin, j'en ai des bons souvenirs. Bah ouais, j'en ai un peu des bons souvenirs de ça. Est-ce que c'est ton père qui t'entraînait ou est-ce que il l'a laissé à quelqu'un d'autre ? Non, c'était mon père principalement. Après, j'ai un deuxième entraîneur, Yvan Meyer, qui est au club depuis tout le temps aussi. Et qui m'entraînait aussi, mais pour la leçon individuelle, donc c'est le face à face entre guillemets, on travaille les coups techniques avec l'entraîneur. J'étais qu'avec mon père à 90%. D'accord. Quasiment. Est-ce que tu dirais que ça, enfin, on dit souvent que le sport c'est un peu une école de la vie, quoi, enfin que tu t'apprends, tu grandis aussi à travers le sport. T'as cette sensation-là aussi que t'as beaucoup gagné en maturité là-dessus. Ça nous construit le sport. De toute façon, je pense que malheureusement, surtout aujourd'hui avec la situation sanitaire actuelle, on s'en sert pas assez de ce sport, les valeurs que véhicule pas forcément l'escrime, même le sport en général, dont l'escrime bien sûr. Et ça peut aider n'importe qui à sortir de n'importe quelle situation, je pense. En étant bien encadré, en prenant du plaisir, qu'on vienne du fin fond de la France, qu'on vienne des grandes villes, qu'on soit dépressif, pas dépressif, qu'on soit malade, cancer. On peut se servir de beaucoup de choses avec beaucoup de choses. Ouais. Bah, je pense que même tout ce qui est gestion du stress et notamment le stress et aussi, l'appréhension. Je sais que moi du coup j'ai fait beaucoup d'escrime quand j'étais petit aussi, mais que moi ce qui m'a beaucoup aidé avec l'escrime c'est le côté pas se projeter trop, parce que on peut vite être déçu en fait. C'est ça. Enfin, d'arriver à une compétition et de se dire allez vas-y, tu sais quoi, cette compétition là je nique tout et j'arrive, je vise le top 50 etc. Et puis voilà, la réalité rattrape et dit bon, allez, c'est mignon. C'est pas facile, ouais. Après, ce qu'il faut, c'est pas se mettre. Enfin, surtout quand on est jeune, on va dire vers 15-17 ans, où c'est là où il faut se faire détecter, entre guillemets. C'est là où il faut pas non plus trop se mettre la pression du résultat, sinon c'est là où on se plante en général. T'as toujours gardé un état d'esprit de comment t'étais en compétition? Parce que t'as commencé ça assez tôt ou... Ouais, assez tôt. Après j'ai pas été non plus je survolais pas toutes les compètes quand j'étais plus jeune. Okay. Je me débrouillais très bien, mais j'ai pas de médaille au niveau français, j'ai pas de médaille au championnat de France de 17 à 20 ans quoi. Et jusqu'à 20 ans, t'as pas de médaille ? En championnat de France individuel, non, j'ai pas. Je me suis foiré à chaque fois sur ces compètes-là, et donc voilà, mais ça n'a pas empêché ma carrière qui est actuelle, qui est quand même pas moche, on va dire. Qui est pas dégueu, ouais. Je voulais pas le dire le mot, mais ouais, c'est ça. non, après, j'ai basculé donc à 18 ans au Krebs, donc c'est l'équipe de France des moins de 20 ans, à Châtenay-Malabry, où j'ai eu la chance d'avoir 2 bons entraîneurs, Franck Boisdin, qui est maintenant actuel entraîneur du Japon, et Émeric Clos, qui était son adjoint, et qui est maintenant le chef du Fleuréum en France. Donc, c'est mon entraîneur actuel d'ailleurs. Ça m'a lancé un petit peu, on va dire, dans le vrai haut niveau, quoi. Parce que moi avant j'étais plus sur l'esprit club, national on va dire plus.
Et c'est vers 18 ans que je suis passé sur de l'international. Mais c'est ce que je voulais te demander, c'est quand toute cette ascension vers le Krebs, du coup, parce qu'en gros, le Krebs, c'est le sésame pour l'équipe de France. Ouais, c'est ça, c'est voilà. le début de. Ouais, c'est ça. Comment cette ascension a été lente, elle a été rapide vers ça, au niveau de ton niveau parce qu'il y a forcément un moment où il y a une espèce de déclic où on se dit, tiens, finalement, je suis pas si loin que ça, non? Ouais, mais je me mettais pas de pression du tout à cette époque. Okay, j'avais 17 ans, ouais. Je faisais des résultats. Il y avait des Coupes du Monde, donc j'avais fait des résultats, des podiums. J'étais pas mauvais, j'étais pas le meilleur français, mais j'étais pas mauvais. Et c'est l'entraîneur Franck Boisdin qui m'a contacté. Moi j'étais bien, dans ma vie je lui avais dit non, j'ai pas forcément envie de rentrer au Krebs. Puis finalement il m'a tanné un peu et j'ai dit oui. D'accord. Un mois avant de rentrer et j'ai eu tout de suite, on avait 6-7 compètes internationales dans la saison et j'ai tout de suite fait une une très très bonne saison. Je me retrouve numéro 1 ou 2 au point. Donc à l'échelle mondiale. Ouais. Ok. Et du coup, championnat d'Europe, championnat du monde et c'est parti quoi. Après, j'ai pris goût au résultat, au niveau quoi, on va dire. Tu dirais c'est plus à cette époque-là, à ce moment-là. Ouais. Alors, tu dirais que c'est à cause de quoi? Parce que tu commences à être bon du coup et que tu vois les résultats et que tu dis. C'est un tout. Il n'y a pas que les résultats, mais c'est un bien-être. J'étais aussi avec un entraîneur qui était des entraîneurs qui étaient top, un groupe qui était top. On m'amusait bien. À côté de ça, je passais mon diplôme d'entraîneur au Krebs aussi, donc que j'ai eu. Donc ma vie était comme ça et ça m'allait bien. J'étais content. Ok. Donc en fait, de ce que tu me racontes, en fait, j'ai l'impression que tu as surtout pris, c'est avant tout du plaisir. Ouais. Et qu'il n'y a jamais eu en fait une histoire de. Non. C'est hyper sain en fait ce que tu racontes en fait. J'ai envie de dire qu'à 15 ans, je me voyais pas là où je suis aujourd'hui quoi. Faire de haut niveau jusqu'à 30, j'ai 33 ans maintenant. Okay. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non mais jamais de la vie. Déjà, je vais peut-être pas faire de haut niveau et deux, à 30 ans, tu me verras pas sur les pistes quoi. D'accord. Mais voilà, je suis encore et là. Nous y sommes. C'est ça. En 2020. Mais même aujourd'hui, je me prends pas forcément la tête. Bien sûr, nous notre rêve c'est les Jeux Olympiques dans l'escrime comme beaucoup de sports. On en reparlera peut-être après, mais je prends surtout du plaisir. J'ai la chance d'avoir des entraîneurs qui me font prendre du plaisir et un groupe aussi parce que c'est ça aussi qui nous permet d'avancer, un groupe de potes tout le monde est du même est-ce que tu dirais que tout le monde a à peu près la même philosophie? Non, certains non, du tout. Okay. Il y en a qui marchent que par le résultat, d'autres qui vont être très individuels, d'autres qui vont être sur le collectif, d'autres qui vont être moins bons on va dire sur l'escrime mais qui vont être contents d'être là aussi, il y a un peu de tout en fait. Toi t'en penses quoi de tout ça? J'en pense que après c'est selon le caractère de chacun. Il faut que ce soit le plus adapté à chacun. Et voilà, il y en a qui quand ils vont perdre, ils vont pleurer, j'ai envie de dire. D'autres qui quand ils vont perdre, ils vont être tristes, mais ils vont mettre la tenue le lendemain pour pouvoir être meilleurs encore sur le match d'après quoi. D'accord. Ou d'autres qui vont en sortant du match aller faire 5 heures de vidéo pour analyser les jets techniques, pour regarder ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait. Okay. Voilà, moi je vais pas être comme ça, je vais pas être prise de tête, je vais travailler avec l'entraîneur dans un échange, en avançant. Pour être le meilleur possible, mais en gardant cette notion de plaisir parce que je sais pas si nous dans notre sport en tous les cas il y a la partie physique bien sûr énormément, la partie technique énormément, mais il y a la partie psychologique où l'attaque pour aller toucher on sait tous la faire quasiment, les 100 meilleurs dans le monde on va dire, mais il faut la faire au bon moment quand il faut et c'est la partie psychologique qui va rentrer aussi en compte sur ces moments-là. Alors, tu vois, quand t'es en... Du coup, là, toi, tu me disais que certains sont beaucoup plus... ils sont pas forcément... Ils sont plus dans l'objectif, dans le résultat, etc. Ouais. C'est quoi... Est-ce que tu penses qu'il y a un mental qui est adapté à la compétition? Parce que j'ai quand même l'impression que... des vagues mémoires que j'ai de la compète, tu vois, quand tu rentres sur la piste, moi j'avais l'impression qu'il y avait que des tueurs, les gens sont sur la piste et le but c'est pas te dégommer, mais il va falloir c'est toi ou moi quoi. Tu vois, on se rend peut-être pas forcément compte de l'extérieur, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est un sport de combat. On n'oublie pas que c'est vraiment un sport de combat. On dirait peut-être pas trop comme ça, mais je peux vous garantir qu'on se met des coups et que donc si t'es pas au taquet à fond et à 100% et prêt à en découdre et être vraiment dans le combat, c'est très difficile de gagner un match et en plus tu vas prendre des coups. Donc non, il faut vraiment être... moi je suis quelqu'un de simple, de très gentil à côté, mais c'est vrai que sur la piste
me transforme un peu, quoi. Clairement en guerrier. Tu deviens plus agressif. Ouais. Beaucoup plus D'accord. agressif. D'ailleurs, les gens qui connaissent pas ma facette de haut niveau, ça les surprend un peu. Et d'autres qui connaissent ma facette de haut niveau et pas ma vie à côté, ça les surprend aussi. Ouais. Ça, c'est marrant. C'est presque schizophrène un peu d'avoir. Ouais, on peut dire ça personnalité. comme ça. Ouais. On peut dire ça comme ça. Mais je suis obligé d'être dans un état comme ça pour pouvoir gagner des matchs, quoi. Ouais, Sinon, c'est impossible. C'est impossible C'est de. impossible. D'accord. Et c'est pareil pour le stress. S'il y a pas parce que je suis moi nature très stressée en compète. Juste en compétition. Ouais, juste en compète, ouais. Ouais, j'ai la boule au ventre le matin, j'ai impossible d'aller quoi que ce soit, la journée aussi. Ça t'inhibe pas? Si, mais en même temps, ça me transcende. Donc c'est le bon stress, c'est pas le stress. C'est le bon stress, mais qui m'empêche un peu aussi de manger, donc il y a un côté négatif. Ah, dans le quand sens même. où, faut manger pour Bien sûr. alimenter la machine. Pas donc, juste un café. Ouais, et pas juste un café, c'est ça. Donc il y a des pour, du contre, mais moi en tout cas c'est comme ça. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui m'ont dit moi j'ai jamais été stressé en compète, j'aimerais bien avoir ce stress. Chacun après a sa manière de. Parce qu'il y en a, ils sont complètement phlegmatiques. Ouais, ok. il y en a. J'avais une discussion avec un jeune du groupe, et il arrive pas à avoir ce stress, quoi. C'est dingue, il essaye, hein, mais. Est-ce qu'il est béni ou est-ce qu'il est pas. Ou est-ce que. Je sais pas. Là-dessus, moi en tout cas je sais Ça que je libre chacun. l'ai, et je me dis que des fois j'aimerais un peu l'avoir, c'est ça pompe du jus, hein. Mais en même temps c'est ce qui me permet d'être très fort aussi, d'arriver à me transcender. Ah, c'est extra. Comment tu te prépares pour une compétition? Parce que forcément, on en parlait tout à l'heure, mais il y a de la projection quand tu. Ouais. Alors ça va quand tu fais ça. dépendre. Ça va dépendre de quelle compétition déjà. Si c'est quelle compétition, à quel moment de la saison, mon état de forme. Ça va dépendre vraiment de ça. Parce que donc sur une saison, on a 8 compétitions quand on commence l'année. En septembre, c'est des Coupes du Monde. Donc il y en a une par mois en gros, dans les 4 coins du monde. Et à l'issue de ces 8 compétitions, donc on est 12 sur chaque compétition à y aller. Et à l'issue de ces 12 compétitions, il y a le numéro 1 au point entre Français qui va au championnat d'Europe et championnat du monde, ou Jeux Olympiques l'année des Jeux, et 3 autres qui sont sélectionnés à la commission. D'accord. Donc en fait, le but c'est d'être dans ces fameux 3-4 derniers à la fin de la saison. Donc après, moi par exemple l'année dernière à Bonn, la première Coupe du Monde, je la gagne. Donc j'étais dans un état d'esprit donc top, parce que j'étais numéro 1. Pour me rattraper déjà, il va falloir commencer à marquer des points. Et du coup, les préparations ne sont pas forcément les mêmes sur les compétitions d'après, à gérer en fonction. Et après, il arrive un état de fatigue aussi, parce que quand on enchaîne 3 mois d'entraînement, plus de compétitions, Intense, ouais. c'est dur. Ça dépend des âges, mais moi je suis plutôt jeune, on va dire. Donc faut apprendre à gérer tout ça, et on le gère avec l'entraîneur, avec le préparateur physique, avec le préparateur mental aussi. Donc ça rentre en compte. Alors comment il te prépare mentalement c'est sur des discussions. Il va dire ça va aller. C'est un peu un psy, c'est quoi? Ouais, c'est ça. D'accord. On peut appeler ça un psy, mais Ouais. pas dans le côté. Moi je la vois, c'est Anaëlle, donc elle est à l'INSEP. Je la vois une fois tous les 3, quand j'en ai envie, mais sinon en moyenne une fois toutes les 3 semaines à peu près. D'accord. Et on discute de tout, de rien, de ce Ouais. que j'ai envie de discuter. Et aussi sur moi, par exemple, sur le stress, pour apprendre à le gérer, pour arriver à bien dormir, à bien me reposer à côté. Mais on va peut-être discuter sur mes enfants, donc, non, c'est vraiment plus un échange qui me permet d'aller bien, entre guillemets. C'est quoi tes tips à toi pour gérer le stress? J'ai pas grand chose. Non, j'ai pas grand chose. Boire moins de café. Non, ouais, malheureusement, j'ai pas de. Tu fais ça au feeling un peu? Ouais, c'est ça. Au feeling, en essayant de pas trop penser justement à ce qui va se passer, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, est-ce que ça va me poser 10 000 questions. Je vais plus être dans la détente, on va dire. Dans l'instant chercher présent. les potes à côté pour Pour te marrer, me marrer, pour penser à autre chose et avancer, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que il y avait une sélection du coup entre collègues du coup. Enfin, voilà. C'est ça. Il y a une rivalité quand même entre vous parce que vous Ouais. êtes dans la même équipe et en même temps, si tout le monde rêve d'aller au JO, C'est à ça. un moment donné, C'est exactement ça. Il y a une rivalité entre nous, mais c'est pas malsain. C'est pas malsain dans le sens où, en fait, c'est pas par exemple c'est pas sur un match qu'on va se sélectionner entre lui et moi. C'est sur les résultats sur une compétition, ou sur d'autres adversaires. Oui, donc ça dépend pas. Donc ça dépend pas du résultat entre vous mon deux, collègue et moi, où c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare entre guillemets.
Et donc déjà, du coup, Oui. puis c'est pas sur une journée. Je sais qu'il y a des sports comme la gym par exemple où ils ont une journée de sélection et le meilleur il va au jeu, l'autre tant pis pour lui quoi. Nous c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça, puis il y a le fait aussi que les mecs du groupe, ça fait Erwan ça fait 13-14 ans qu'on s'entraîne ensemble, Enzo ça fait 15 ans qu'on s'entraîne ensemble, Max pareil ça va faire 10 ans qu'on s'entraîne ensemble. Enfin, donc, Ouais, donc c'est des super je les amis, vois quoi. presque plus que mes enfants et ma femme quoi. On s'entraîne 2 fois par jour, on part des fois en compète pendant 15 jours. Donc, ouais, on est obligé, sinon, disons qu'on s'entend pas tous bien, on ne voit pas tout le temps tous, mais d'avoir 2-3 au moins qui sont vraiment. Avec qui tu te marres bien, ouais, ça suffit, quoi. qui sont tes potes quoi. En fait, c'est marrant parce que là, tu me dis que ça fait du coup 10 ans, 15 ans à chaque fois que tu vois tes collègues, etc. Donc, vous êtes là quand même depuis longtemps sur le circuit. C'est ça. Bon, tu vois, moi, je suis un peu l'escrime depuis quelques... Enfin, j'ai toujours suivi l'escrime même quand j'ai arrêté. Et tu vois, récemment, là, il y a... bon, tu le connais sûrement, mais Hitkin, donc c'est l'Américain. un Américain qui a 20 ans. C'est ça. Et le mec, il arrive, il débarque, et en tout cas, il donne... Je connais pas le jeu à l'intérieur, donc je sais pas ce qui se passe, mais de l'extérieur, on dirait un gamin qui arrive, il éclate tout le monde. C'est ça. Il gagne les coupes du monde que des mecs en 15 ans de carrière, ils ont jamais gagné. C'est ça. Et je me dis, mais ça doit être d'une frustration intense, non ? D'avoir... de trimer comme un malade, et puis... Ouais, après... à moins que je ne vois pas avec le bon état d'esprit, je sais pas. C'est leur système aussi qui est comme ça, le système américain, entre guillemets, avec les universités, où eux, très jeunes, en fait, ils sont détectés, ils ont des bourses. Et entre guillemets, de 12 à 20 ans, ils consacrent leur temps à s'entraîner. Ils font que ça. Ils font que ça, avec un peu d'études quand même, bien sûr. Mais un aménagement, ils ont plein d'argent pour ça. Donc ça aide déjà à arriver à un très haut niveau en étant assez jeune. Et après, par contre, le revers de la médaille qu'ils ont, c'est que quand ils ont 24, 25 ans, ils ont plus ces bourses, ils ont plus tout ça, ils ont leur diplôme qu'on leur a entre guillemets donné ou aidé à avoir. Et après, ils doivent rentrer dans la vie active. Donc c'est pour ça que les Américains sont, lui en général, mais il y en a d'autres, sont très bons étant jeunes, mais basculent sur une après-carrière très rapidement. Contrairement à nous en France. Vous êtes plus dans la durée. On est plus dans la durée parce que déjà on fait nos études, et même avec des aménagements. Et on arrive plutôt sur le tard à commencer le haut niveau vers 18 ans, quoi. Alors qu'eux ont déjà commencé le moyen haut niveau longtemps. À 12-13 ans. D'accord, donc on voit ces mecs qui explosent d'un coup mais qui redescendent aussi vite. C'est ça, pas parce qu'ils veulent redescendre, mais parce que c'est leur vie active là-bas aux États-Unis qui est comme ça. Il y a toujours des exceptions, mais en général ils arrêtent assez jeunes. Ok, je comprends mieux parce que en fait on avait juste l'impression que d'extérieur, après, le mec débarque comme ça. Je dis pas qu'il est pas bon. Hein, non, il est exceptionnel, mais c'est ça. Puis il y a l'argent aussi qui rentre en jeu. Hein. Nous on est amateurs et en France on est le seul pays dans le monde quasiment, dans les grosses nations, à être amateur. En escrime ou tu veux dire dans le sport général ? En escrime, je te parle de ce que je connais. En tous les cas, l'escrime, nous on est amateurs, la Fédé nous aide un petit peu, les clubs nous aident un petit peu. Mais on est tous soit les jeunes passent des diplômes, donc ils ont des dédoublements d'années ou des choses comme ça. Et après, sinon, on a tous un travail à côté, quasiment, c'est des petits mi-temps ou des petits boulots pour nous aider à vivre, quoi. Donc vous êtes vraiment tous des passionnés. Ouais, principalement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Enzo Lefort qui a fait champion du monde il y a juste avant l'été dernier. Non, ça fait déjà un an. Il s'est pas arrivé depuis 30 ans, donc c'est quand même quelque chose de fort et il est pas riche, quoi. Je crois qu'il a pris une prime de 15 000 € et voilà, quoi. D'accord, ok. Donc, oui, comparé à les matchs de foot, beaucoup de sports, je crois que c'était 500 000 €, je crois, la victoire. Si qui est champion du monde. Hein. Donc là, on est sur le meilleur du monde. La vache. Ouais, donc c'est... Ça fait une différence sur la piste après, ça, le fait que vous soyez amateur Oui, parce que c'est tout qui rentre en compte. Nous, donc on a un groupe de 12. Les filles sont un groupe de 12 et on a 4 entraîneurs pour donc 24 personnes. J'imagine que c'est pas beaucoup. Donc c'est bien, mais c'est pas assez. Okay. Et parce qu'en plus, t'as un entraîneur qui s'occupe plutôt des jeunes, l'autre qui s'occupe plus des filles, l'autre qui donc c'est un schéma, on va dire, à mettre en place. Et du coup, moi j'ai un ou deux entraîneurs qui s'occupent principalement de moi, donc, ce qui est très bien, mais je suis pas tout seul.
Après, le préparateur physique, c'est Robin, par exemple, qui s'occupe de nous. Il s'occupe donc des 12 hommes, des 12 femmes, et du sabre homme et du sabre dame, qui sont 12 et 12 aussi. Ah la vache. Donc, Lui, c'est un emploi de temps de malade. Ah, il fait que ça. Il fait que ça. Il se démène, enfin, il donne tout ce qu'il a et c'est top. Mais tu vois, alors que l'Américain, avec sa bourse, il a son entraîneur, voire ses 2 entraîneurs, son kiné et son préparateur physique pour lui tout seul. Pour lui tout seul? Pour lui tout seul. Ah ouais, mais Et vous dans le pas monde, dans c'est le même tout jour. ça. Ah, dans le monde, c'est tout ça? Les Italiens, les Principalement, Chinois, ouais. tout le monde. J'exagère, mais en gros, un athlète, enfin, chaque athlète a son entraîneur, quasiment. Ah la vache. Et après, il y a du pour et du contre. Nous, l'avantage qu'on a, c'est grâce à ça aussi, c'est qu'on a un groupe qui est très fort. Parce qu'on s'entraîne tous les jours, tous ensemble. Et on a une cohésion d'équipe, c'est ce qui fait notre force. C'est beaucoup moins individuel en fait. C'est beaucoup moins individuel, alors que par exemple, l'Américain, il sera tout seul à s'entraîner dans son club. Ils vont se regrouper, donc ils seront 2-3. Ça va être du bidouillage. Enfin, ça demande beaucoup d'organisation pour eux aussi. Alors que nous, on sait qu'on a notre entraîneur sur place, on est 12 à s'entraîner, on vient tous les jours et puis c'est parti quoi. Est-ce que tu penses que ça explique parce que l'équipe de France, en tout cas au fleuret, bon, en individuel, vous faites quelques résultats, mais c'est surtout en équipe que vous êtes. Ouais, alors en ce moment, ça marche très bien des deux côtés. Des deux côtés, ok. Individuel, équipe, mais ça a plutôt traditionnellement en équipe. C'est de par notre système de fonctionnement, ouais. D'accord, on est vous êtes tous ensemble plus soudés. et beaucoup plus soudés et on a ce fighting spirit, enfin vraiment ce noyau en fait qui nous pousse quoi. Ouais, puis en plus, genre, si tu dis que toi t'es plus axé plaisir, détente, enfin pas détente, mais pas hors de la piste, je veux dire, alors que d'autres vont être beaucoup plus dans le goal, etc. Vous allez être, j'imagine, beaucoup plus complémentaires, non si, Ouais, chacun va apporter sa pierre, entre guillemets, son état d'esprit, sa vision de la chose. Après, il y a autre chose qu'il faut gérer, c'est les âges. Il y en a qui ont 19-20 ans dans le groupe, d'autres comme Erwan, qui ont 38-39 ans, donc faut arriver à gérer tout ça quoi. Mais au-delà de ça, c'est ce qui fait notre force, c'est clair. Ah, c'est extra. Clair. Mais du coup, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est juste une question d'heures de travail alors ou pas? Non, parce que on s'entraîne. Au final, on s'entraîne autant que tout le monde. C'est-à-dire que le matin, on s'entraîne entre 1h30 2h, on va dire, et l'après-midi entre 3-4 heures. Donc on s'entraîne quand même 5 heures par jour quasiment. Ouais, ça fait 35 heures par semaine. Sans compter après les récup par exemple, les kinés, tout ce qui est... Mais donc je reviens sur le préparateur physique, donc on en a un pour 50 personnes. Les kinés, on en a, on va dire, deux qui sont là 2-3 après-midi par semaine, mais pour tout le pôle, donc on est 70. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, on le gère, hein, mais on aurait besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir développer toute cette par exemple récup, toute cette préparation en amont et avoir plus d'entraîneurs pour pouvoir se perfectionner un peu mieux quoi. Ok, mais du coup est-ce que par rapport à je sais pas, prenons un Américain par exemple, tu vois, qui lui va avoir tout l'équipement dont il a besoin, tu vois, lui il va s'entraîner peut-être beaucoup plus d'heures que toi, non, par exemple? Non, parce qu'on peut. Est-ce que c'est que le du corps, c'est compliqué, on a un sport très traumatisant et on peut pas faire. Il y a un moment donné, c'est pas possible de. À un moment donné, ça devient très compliqué, surtout que quand on a 30 ans plutôt que 20 ans, c'est surtout sur les petites choses à côté plutôt, on va dire. Le kiné, le préparateur physique qui va te masser, qui va te faire des étirements, qui va te faire des séances de perfection, on va dire, du gainage, de rentrer dans le détail, quoi. Vraiment, c'est plus là-dessus où lui, il aura plus de temps peut-être et plus de moyens pour développer tout ça, quoi. Sans compter après de la vie actif que tu as à côté, si tu as des enfants, pas d'enfants, oui. Si tu vis dans un 10 mètres carrés ou tu vis dans un 100 mètres carrés, si tu as les moyens de manger ce que tu veux tous les jours, ou si tu dois faire attention, tout ça, voilà, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont même très bons dans notre groupe, qui ont 20-21 ans, ils vivent avec rien, quoi. Ils survivent, on va dire. Putain, c'est fou ça. Ouais. C'est marrant parce que du coup, je pense que c'est à cause des sports connus, populaires, genre le foot, le tennis, etc. Mais on a l'impression que si t'es champion, tout de suite, il y a un peu cette enveloppe dorée qui t'entoure où pas en France, tout roule dans sa vie. Non, nous en tout cas, non, c'est pas comme ça. Je dis pas que je suis à plaindre. Non, je dis pas le contraire, mais non, enfin, on a des villes classiques, quoi. Non, mais c'est drôle que tu dises que tu peux être très très. Il y en a qui sont très bons, mais qui triment à côté. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est
Enfin, ces types-là, c'est quand même des vitrines C'est pour ça. pour l'international, quoi. Ça Ouais, participe puis au rayonnement. on avait espoir qu'avec Paris 2024, ça débloque un peu les choses, mais pour l'instant non, en tous les cas. Pour l'instant, non. Non, malheureusement non. Mince. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe pour les JO, par exemple? Ouais. Bon, là, ça a été décalé de 1 an, quoi. Non, ouais. Mais est-ce que, du coup, est-ce qu'à l'approche des JO, par exemple, il y a une espèce de ménage qui est fait en mode bon, allez, on va essayer de... Je sais pas, tu vois Paris ou les villes qui accueillent en général, Ouais. d'un coup, on va les mettre, on va les nettoyer à fond, les infrastructures, elles vont d'un coup monter Ouais. pour montrer, regardez, Paris ou Tokyo, Bah, où c'est super. Justement, c'est Et ce qu'on après, espérait qu'on voulait, ça descend. mais ça c'est même pas monté en fait. Ça n'est pas monté, Non, c'est ça le problème. On espérait tous que ça monte et pour l'instant, bah, on a Pour l'instant, rien de pas trop de plus, change. rien de moins, pas de changement. J'ai envie de dire, bon, moi je viserais, j'espère peut-être les JO de Paris, mais pour une fédération comme la nôtre, elles doivent miser aussi sur des jeunes qui sont moyens, bons, forts aujourd'hui, qui ont 24, 25 ans, entre guillemets. Si tu as de l'argent à mettre, c'est sur eux, entre guillemets, qu'il faut mettre l'argent pour que dans 4 ans ils soient forts, parce que c'est pas un an avant une compète que tu te prépares et que tu es fort à cette compète, quoi. Oui. C'est en amont. Ouais. Et malheureusement, il y a rien qui se passe, quoi. C'est la constance dans le constance. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, est-ce que c'est possible de débarquer entre guillemets? Est-ce que j'ai des cas comme ça de mecs qui n'ont pas fait pendant très longtemps finalement et qui arrivent, qui éclatent tout le monde ou qui explosent dans leur. Il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, c'est très rare, non. C'est du travail et de la persistance. Ah oui, dans tous les cas, c'est du travail. Et comme je dis, le monde entier est professionnel maintenant. Donc, tu peux plus. Quand j'ai commencé, moi, le haut niveau, donc il y a, on va dire, à 20 ans, donc il y a 13 ans, t'avais, on va dire, je sais pas, une fourchette, les 30 meilleurs mondiaux qui étaient, entre guillemets, pros, qui s'entraînaient tous les jours. Le reste, il y en avait qui bidouillaient, quoi, entre guillemets. Maintenant, les 150 premiers mondiaux, ils s'entraînent tous les Ils sont jours. tous pros. Ouais, on peut pas. Peut-être pas forcément tous pros, mais ils s'entraînent tous les jours. On peut pas y échapper, quoi. On peut ouais, plus avoir un type. Tu peux plus passer au qui a des travers dons et t'entraîner une fois ou deux par semaine en club, entre guillemets. J'exagère, hein, mais en t'entraînant comme ça et être fort, c'est plus possible. C'est plus possible. Non. Ok. Et parce que des fois, on voit aussi des. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres sports, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec l'escrime, c'est que chaque année ou tous les 2 ans, il y a un type qui va sortir du panier, qui était toujours là dans la zone, Ouais. et qui va d'un coup, il va remonter super vite. Il va tout gagner, tous les podiums, il va être sur tous les podiums de l'année. Et après, il va redescendre. Il y avait Garozzo, il y avait Ouais, Massieras, etc. ça arrive, ça arrive souvent. À ouais, quoi c'est dû ça? C'est dû. L'étoile filante qui arrive. Il y a le côté psychologique, je pense. Quand on a atteint les sommets, c'est dur d'y rester. Déjà, psychologiquement, on a peut-être un coup de moins bien. Puis peut-être qu'on se dit dans sa tête aussi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais approuvé. Et derrière, bah, ils s'entraînent un peu moins ou ils passent à leur vie un peu plus sur la vie active, sur le travail, l'après-carrière, entre guillemets, parce qu'il y a ça aussi. Et après, il y en a d'autres qui arrivent à persister, comme Cassara, on en parlait tout à l'heure. Oui. Cassara, le Péchou, eux, c'était des grands champions quand je suis arrivé il y a 15 ans, et c'est toujours des grands champions, quoi. En termes de résultats, c'est dingue. Mais eux, ça reste des exceptions, il y en a 4-5 dans le monde comme eux. Après, c'est plus en général un turnover, quoi. Il y a l'âge qui rentre aussi en compte, parce que c'est dur physiquement de pouvoir enchaîner les performances sur 4 ans, c'est très très dur. Ouais, ouais. C'est très très dur, sans parler des blessures aussi. Parce qu'on a on a un sport asymétrique, donc on est décalé. Donc ouais. On a tous notre cuisse avant qui est plus grosse de 5 cm que l'autre. Donc le corps, sans parler de traumatisme, après des impacts, des chocs au sol. Donc ouais, on a tous des petits soucis à régler à droite à gauche, quoi. Il y a ça qui aide pas à avancer. Donc en fait, tout ça, c'est quand même beaucoup une question d'état d'esprit aussi, en fait. Ouais, état d'esprit et physique. Et physique par rapport aux blessures, parce que bah, t'arrêtes 3 mois pour une blessure, quand tu reviens, c'est plus dur de récupérer, quoi, ouais. Toi, ta philosophie, c'est quoi? Peut-être que on te l'impose, mais est-ce que si tu te blesses, tu vas essayer de continuer de jouer à tout prix? Ou est-ce que tu vas être raisonnable et te dire
Enfin, je sais pas si c'est le mot raisonnable, hein, mais de dire bon, allez, tu sais quoi, j'écoute mon corps et je vais. Ça va dépendre me retenir, de la saison, de ce qui se passe. Moi, par exemple, l'année dernière, la première compétition qualificative pour les Jeux qui devait avoir lieu là cet été, donc Bonn que je gagne. À la fin de la compète, j'ai à chaud ça allait, mais je me suis bien blessé et du coup au niveau de l'ischio, donc l'insertion du muscle de la fesse. Et j'ai encore mal au jour aujourd'hui. J'ai fait 6 mois en serrant les dents à chaque compète. Donc ça dépend des compètes là, parce qu'il y avait les Jeux en ligne de mire, donc je me suis fait mal, limite à la rupture de se blesser pendant 6 mois, mais j'avais pas le choix. Sur une autre année où il n'y avait pas les Jeux, j'aurais peut-être fait l'impasse sur une ou deux compètes. Ça dépend vraiment. Voilà, il fallait surtout pas perdre voilà, c'est ça, ouais. Le score, quoi. C'est exactement ça. Je voulais marquer des points absolument pour être numéro 1 pour aller au jeu. Ouais. Et je l'étais, je le suis pour l'instant, donc on verra la suite. Ça se joue comment quand tu es dans une compétition est-ce que par exemple, on parlait tout à l'heure de ces mecs qui explosent, par exemple, tu vois, qui vont arriver, voilà, idole filante, quoi. Est-ce que quand même, pour une compétition comme les JO, par exemple, au tennis, il n'y a pas trop de surprises. Enfin, je connais peut-être pas assez beaucoup, mais tu vois, si je regarde Roland Garros, le seul truc que je vais regarder, c'est Roland Garros une fois par an. Ouais. Je sais, grosso modo, que je vais tomber sur soit Nadal, soit Djokovic. Tu vois, il n'y a pas trop de surprises là. Il n'y a pas trop de surprises entre guillemets, nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je te prends une compétition, n'importe quelle compétition, hormis les Jeux Olympiques internationaux, on va être entre en moyenne 250 personnes, tireurs. Sur les Jeux, on est 45. Ok. Donc déjà un écrémage déjà. Ouais. Et sur les 45, tu as ceux qui ont des facilités de qualification au niveau quota mondial. Ça pour le coup, donc il y a un quota pour l'Afrique, un quota pour l'Asie, un quota. Donc tu n'as pas forcément des mecs très bons, mais qui doivent remplir ce quota, donc qui peuvent faire les Jeux. Et du coup, sur 45, tu enlèves 5-6 déjà moyens, on va dire. Ok. Et du coup, tu te retrouves, donc si tu es dans les meilleurs, donc bien classé, tu as un premier match entre guillemets un peu facile et tu es déjà dans les 16 des Jeux. Vache. Donc t'es avec tous les tueurs. Donc voilà, après il reste les 16 meilleurs, et puis voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de surprises, entre guillemets. Mais dans ce sac là de 16 meilleurs là, est-ce que. J'imagine que oui, rare. Mais c'est rare qu'il y ait des surprises. Non, c'est rare qu'il y ait des surprises. Non, ouais, c'est rare. C'est rare parce que les 16 meilleurs, après, ils vont se disputer, mais c'est vraiment les meilleurs, quoi. D'accord. Ok. C'est le but d'une compétition, de toute façon. C'est le but des Jeux. C'est l'essence même d'une compétition. Ça reste, à part psychologiquement, ça reste en fait la compétition la plus facile des Jeux. Parce qu'on a. De faire les JO de gagner les JO, entre guillemets, ouais, à part le côté psychologique. Hein. Parce que t'as ton tableau de 32 à gagner qui est, entre guillemets, si t'es bien classé, un peu facile. Après, donc t'as ta tableau de 16, quart, demi-finale. T'as 4 matchs à gagner pour être champion olympique. Et ça, c'est pas beaucoup ? En Coupe du Monde, tu peux faire 64, 32, 16, quart, demi-finale. T'as 6 matchs à gagner. Donc 2 de plus. 2 de plus, c'est énorme. Ça fait la diff ? Ça fait la différence, ouais. Sur des gros matchs où ça accroche. Ouais. Parce que physiquement, pour arriver au bout, faut tenir sur une journée. Donc les Jeux, physiquement, c'est moins dur. Et en plus, tu as beaucoup plus de temps entre tes matchs. Parce que tous les matchs se font dans la même journée. Faut que ce soit en Coupe du Monde ou aux Jeux, c'est la même journée. Mais les Jeux, tu as ces 4 matchs qui sont sur du matin, 9h jusqu'au soir 21h. Ouais. En Coupe du Monde, ces 6 matchs, tu les fais de matin 9h jusqu'à 15h. Quoi. Donc ça enchaîne. Entre les 2 premiers matchs, tu as toujours 2-3 heures d'attente. Mais le reste, après, ça enchaîne. Quoi. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien, du coup, un match, c'est quoi ? C'est une vingtaine de minutes à peu près, en général ? Je dirais une demi-heure, je dirais. Une grosse demi-heure. Ouais, et pendant une demi-heure, c'est un sprint, quoi. Enfin, il y a des hauts débats, mais c'est quand même assez intense. C'est très intense, ouais. Très intense. Parce qu'une demi-heure, c'est à la fois très court, comparé à un match de rugby, un match de tennis, etc. Et en même temps, pour l'avoir vécu, il y a des hauts et des bas pendant un match. C'est très vivant. C'est ça. Sur le côté juste physique, si je le fais, si le même match je le fais à la salle sans arbitre, sans rien, avec la personne, le match durera peut-être plus que 10 minutes.
et on sera épuisé mais juste fatigué. Alors qu'un match en Coupe du Monde, il y a vraiment le côté nerveux qui va rentrer avec le jeu de l'arbitre aussi. Ouais. Donc ça va peser vraiment l'état nerveux sur le côté physique aussi. Alors quand tu dis état nerveux, c'est ça que je voulais te demander, c'est que du coup, vu qu'un match dure une grosse demi-heure à peu près, tu vas avoir du coup le temps de réfléchir pendant le match. Tu vas avoir le temps quand même de sortir un peu de ton... Ouais, justement, il faut apprendre à le gérer ça. Alors comment tu pouvoir fais sortir ou non si on a envie et pouvoir y rester, pouvoir sortir, rentrer. Parce que en une touche, donc si une touche ça dure un échange, je sais pas, je vais te dire 15 secondes, 20 secondes. Derrière, si tu l'as prise ou tu l'as mise la touche, il va falloir que tu réfléchisses. Si le temps de te replacer, tu as 10-15 secondes. Le temps que la décision de l'arbitre, tu as 15-20 secondes. Et tout ça, il faut arriver à le gérer et le mettre en place dans ta tête, dans le sens où il faut retravailler l'action d'après, réfléchir à ce que tu vas faire après ou pas, à l'erreur que tu as faite ou pas, à écouter ton entraîneur qui est derrière qui te dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Être lucide sur ce qui se passe. Faut être lucide et arriver à gérer tout ça quoi, en fait, sur l'instant T. Donc au final, le temps il passe super vite, nous on se rend pas compte. Pour donc nous, une fois qu'on a commencé le match, ça va super vite. Donc c'est pas qu'une histoire de technique en fait là. Non. Il y a le psychologique. Oui, de ma vision de la chose, tu as le côté physique, c'est 50%. Le côté technique, ça va être... technique, on est tous la même technique, donc ça va être 20-30% et tu as 20-30% de psychologique quoi, sur chaque match. Comment est-ce que tu gères parce que du coup, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un sport de combat. Donc il y a de l'opposition, mais il y a aussi il va y avoir de l'intox par exemple. Quand je dis intox, j'entends, tu vois par exemple, tu vas mettre 2 touches. Je recommence. Ton état d'esprit, j'ai l'impression qu'il va faire des vagues parce que peut-être que tu vas mettre 3 touches d'un coup, tu vas te sentir on fire parce que tu lui as mis 3 d'un coup. C'est ça. Mais après, il peut t'en mettre une où il te va peut-être, je sais pas, il va t'acculer vraiment dans le fond et tu vas te la prendre et tu vas subir de malade. Et là, d'un coup, tu vas te prendre un espèce de coup de bâton. Et tu vas ce qui va rentrer en compte, c'est... Tu vas arriver vite au fond du trou et tu peux passer de je suis le champion il y a 30 secondes à oh là là, qu'est-ce qui m'attend. J'ai envie de dire que c'est l'expérience qui va rentrer en compte là. Qui va rentrer en compte l'expérience dans le sens on le sait de toute façon et puis il faut le gérer sur l'instant T. Puis donc il y a le fait aussi, comme tu dis, tu peux être très bon pendant 2-3 actions, 4 actions. Et l'autre, il joue aussi. Nous aussi, il peut être bon à des moments. Et il y a le fait aussi qu'on a le droit de casser le match, entre guillemets. Bon, là, ça a été fait. Je change de fleuret. On a plein de techniques comme ça pour apprendre à déstabiliser l'adversaire, justement, quand il est dans une bonne phase ou une mauvaise phase, pour lui mettre bien la tête sous l'eau et continuer à lui mettre des touches, quoi. Donc, ça s'apprend avec l'expérience, surtout, principalement. Et comment toi, tu t'arrives à... Est-ce que toi, tu disais que tu es plutôt calme à l'extérieur mais stressé en compète. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que ton naturel d'extérieur revient? Comment est-ce que tu gères quelqu'un qui te fait chier? J'ai beaucoup de stress, mais une fois que j'ai commencé, que je suis en train de combattre, ça disparaît tout ça. Donc tout disparaît. Je me sens bien, un guerrier, ça se passe bien sur la piste et j'y vais quoi. Et je m'attendais à une recette magique anti-stress, anti-projection. Dès que je mets le masque, j'ai tout le stress disparaît et là c'est parti quoi. C'est le cerveau qui se met en place pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire à l'instant T en fonction de l'adversaire, parce que je connais maintenant avec l'expérience, je connais tous les adversaires quasiment sur le circuit, de ce qu'il faut faire, pas faire sur eux, donc à mettre en place mon schéma stratégique ou physique, technique, qu'en général on discute avant avec l'entraîneur, avant le match. Avec ton entraîneur? Ouais, avec mon entraîneur. Ok. Est-ce que la pression elle peut venir ailleurs que du tireur? Par exemple, je sais pas, le coach en face qui j'ai envie de dire oui, mais moi c'est pareil, j'ai appris à le gérer. Pareil, je connais les entraîneurs sanguins, je connais ceux qui sont gentils, je connais ceux qu'il faut pas dire bonjour, d'autres qu'il faut dire enfin c'est un jeu hein, tout ça, c'est un peu comme dans tous les sports hein, quand on regarde les footballeurs qui se roulent par terre, où c'est du jeu, qui râlent sur l'arbitre, ils le râlent avec certaines doses, avec certains mots, ils vont le faire avec certains arbitres, pas d'autres. Il y a certains adversaires qu'il faut que tu chauffes un peu, pas d'autres. D'accord. Voilà, c'est un...
On le sait. Et ça, c'est Je sais que- l'expérience qui fera que Je sais qu'il y on en le a, gère quoi. il y en a un, il y a comme il s'appelle, c'est un américain, c'est un grand américain. Miles Shamley Watson. Voilà, celui-là. Ouais. Il est extraordinaire parce que ce C'est type-là, un j'ai showman. l'impression que c'est un showman Exactement, ouais. à l'américaine, Il etc. nous fait beaucoup de bien dans le sport parce que c'est un showman et il apporte ce grain de folie qu'on avait un petit peu besoin, je trouve aussi. Mais c'est pas usant de jouer contre un mec comme ça parce que je me dis, le type, il y a plein de fois où j'ai vu des vidéos de ce mec-là Ouais. tirer Il où met des touches de l'espace, il va fait mettre, n'importe il va quoi. mettre, voilà, il fait Il va te n'importe chambrer, quoi. il va... Et après, il va se mettre à courir le long de la piste, hurler, j'ai gagné, C'est ça. j'ai gagné. Alors que peut-être que même lui, il sait qu'il l'a pas marqué, qu'il Ouais, l'a pas, c'est- etc. C'est exactement ça. Et que l'arbitre, il va se dire, il a l'air tellement sûr de lui, je vais peut-être. Mais j'ai envie de dire, la première fois que tu le rencontres et que t'es jeune et que ça t'arrive, tu tombes râles dans le jeu, tu râles. Ok. Et puis bizarrement, tu perds le match parce que t'es rentré dans son jeu, t'as râlé, t'es sorti de ton escrime, tu mets moins bien tes coups du coup. Et lui, c'est bonus pour lui, quoi. C'est ce qu'il cherche à faire. Donc c'est ce qu'il cherche à Donc faire. les fois d'après, t'apprends et puis tu restes dans ton truc, dans ta bulle, dans ce que tu dois faire, tu laisses faire, tu l'applaudis entre guillemets et voilà. Et c'est comme ça Ok. que tu apprends à avancer. Un peu comme, donc là tu as pris un cas particulier, mais on a aussi les Italiens qui sont, nous comme un peu au foot, qui sont la commedia dell'arte, Ouais. qui sont vachement chambreurs aussi, qui Ok. vont jouer avec l'arbitre, on le sait, et il faut pas tomber dedans parce que nous c'est pas notre force. Enfin les Français, enfin moi le premier, nous on est plus fort techniquement, physiquement en général. Donc faut qu'on reste dans notre schéma et pas tomber dans justement cette bagarre. Cette avec travers l'arbitre, psychologique, travers psychologique, ouais. D'accord. Ah ouais. C'est un cas. Ça arrive de se faire, comme tu dis, quand t'es jeune, de te faire. Souvent, très de te très faire souvent. bouffer par très, le. très très souvent. Ça, C'est fou, quand même, hein. Ouais, à haut niveau, il y a, on va dire, tes 2 premières années, c'est là où t'apprends quoi. Vraiment où ouais, Donc tu dirais que c'est avant tout une histoire d'expérience et. Ouais. Aussi beaucoup. C'est aussi, enfin après il y a t'as l'esprit français où nous on est comme ça, en étant français où on expose sur le tard parce que on regarde ce qui se passe, on acquiert de l'expérience pour pouvoir être bon. C'est ça l'esprit à nous. D'accord. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as prise, une leçon d'ordre psychologique, je veux dire, Ouais. que tu as prise avec toutes ces années d'escrime ou pas? Quelque chose qui te. Est-ce que tu dirais que tu as mûri sur un point précis avec tout ce qui t'est arrivé en 15 ans ou c'est juste une amélioration constante de tout en fait? C'est un tout, ouais. Ouais. Je dirais plus c'est un tout. Un tout. Des fois, mon entraîneur me dit mais pourquoi là tu fais une saison, t'es numéro 1, t'es très 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 fort et il y a 2 ans Tu fais rien? je fais une saison moyenne. J'ai toujours eu des résultats mais il y a quand même des hauts et des bas. Et la réponse c'est que je l'ai pas quoi. La Ouais. recette. Tu l'as pas la recette? Non, le seul truc c'est que faut être bien dans sa tête. C'est clair que pour ma part entre guillemets, faut que tout aille bien à côté pour qu'aussi ça marche bien sur la piste quoi. D'accord. C'est hyper Donc, intéressant ce que tu dis là-dessus. De quoi? C'est hyper intéressant ce que tu dis quoi. Ouais. Que tu peux pas C'est espérer être bon à ce que tu fais si dans ta tête ça va pas quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai besoin que ça se passe bien chez moi, avec les enfants, ma femme, la famille, tout aille bien, que l'entraîneur ça aille bien, que les coachs ça aille bien, que tout aille bien pour que le jour J je sois bon quoi. Tu l'as déjà vu des gens qui étaient sur une bonne lancée et qui se sont effondrés parce que je sais pas, voilà, la vie fait que. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive je veux pas l'exemple d'accord. comme ça qui me vient en Oui, tête. oui, d'accord, mais oui, ça, tu as déjà. Oui, d'accord. Ouais, c'est sûr. D'accord. Ça arrive souvent. Puis il y a les petits pépins physiques, les petits bobos où des fois on est blessé. Et le blessé, moral, mais ça change prend. rien. Mais moralement, ça te plombe et du coup, tu vas être nul sur la compète où tu sens même plus la douleur, mais dans un coin de ta tête, t'es ailleurs, t'es pas à 100% et du coup, tu vas pas être bon. Quoi. Quand tu. Donc tu m'as dit ça fait 15 ans je crois que tu fais ça. Ouais, dans le haut niveau. Voilà, ouais, dans le ouais, haut ouais, niveau. dans notre niveau, ouais. Aujourd'hui, moi, mon problème numéro 1 que j'ai, par exemple, tu vois, et c'est le cas de beaucoup d'amis à moi, que je constate, c'est que aujourd'hui, on est tellement. C'est pas une généralité, mais je constate juste autour de moi. Il y a tellement d'opportunités, tellement de tentations à droite, à gauche, de, je sais pas, un nouveau sport, la nouvelle console, j'en sais rien, enfin, n'importe quoi. C'est très difficile de rester constant et fidèle, entre guillemets, à quelque chose.
Enfin, tu vois, moi, par exemple, bon, l'escrime, j'en ai fait 5-6 ans, après j'ai arrêté, et j'ai fait autre chose, j'ai fait de la course, puis après je vais arrêter, puis je vais faire autre chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est que t'es jamais très bon dans un domaine particulier, ouais. mais tu vas être moyen, ou tu vas avoir toujours cette excitation du début, quoi. Comment est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas s'il y a une recette, mais bon, ça fait 15 ans que t'en fais. Ça a toujours été rose, ça a toujours été... Ouais, bah c'est un dopage, hein, j'ai envie de... C'est un dopage? Ouais, je suis tombé dedans et du coup, je suis nourri par ça, entre guillemets. Si j'ai pas ces résultats, si je vais pas m'entraîner, par exemple, là, notamment la coupure qu'on a eue avec le virus, je suis pas bien, je dors pas bien la nuit. Ah, t'en es pas bien? Ouais, mais je suis pas le seul, hein, c'est tous. En général, on sécrète plus ces fameuses endorphines qu'on a besoin pour. Et du coup, on a besoin de ça pour avancer, quoi, pour continuer à s'entraîner, à gagner. Pourquoi, une fois que j'ai gagné, j'ai envie de retourner gagner? Parce que ça me procure tellement en moi intérieurement quelque chose que j'ai envie d'y retourner, quoi. D'accord. C'est, Et le fait d'avoir un substitut, enfin, genre, t'as jamais été tenté de faire autre chose, d'arrêter ou de... Non, parce que ça marchait bien et que on a quand même la chance dans le sport où on fait, dans l'escrime, où on fait pas mal de choses. Là, je vois la semaine dernière, j'étais en vacances chez Erwan. On a fait un beach volley entre potes, on est un peu touche à tout, on est bon dans tout, donc on peut faire beaucoup de choses. Des fois on fait des foot, des fois on fait des beach volley, des fois on fait faire du spike ball, des fois on va faire du hand, des fois on va faire du basket, puis on s'éclate tous. Donc je suis pas non plus enfermé dans mon sport. Si j'ai envie de faire du ski, je peux faire du ski. D'accord. Si j'ai envie de faire de la Formule 1, j'ai rien qui m'interdit d'en faire. Oui. Donc Oui. on a fait une sortie karting avec le groupe il y a 1 mois ou 2 maintenant. Donc je suis pas enfermé que dans l'escrime non plus. Donc ça, c'est cool. En fait, t'as une bonne bulle réconfortante et vraiment bienveillante avec toi, mais oui, t'es pas bloqué là-dedans. Non, du tout. Mais pour autant, t'as pas non plus envie d'aller faire un autre sport ou te dire maintenant, vas-y, j'arrête et je me consacre à ma carrière. Non, parce que je serais pas aussi bon. Peut-être. C'est trop tard, entre guillemets, aussi. D'accord. Même si je serais pas mauvais, je pense, mais je pourrais jamais être aussi bon qu'à l'escrime. Et j'ai besoin de cette gagne, quoi. Je suis nourri par ça. T'as besoin de gagner? Ouais. J'ai besoin de... Je peux pas aller m'entraîner tous les jours si je sais qu'il n'y a pas de compète derrière, quoi. C'est que d'ailleurs, c'était ça qui était très dur au lendemain du déconfinement, de retourner s'entraîner sans objectif. Où il y en avait un, mais il était clairement les Jeux dans 1 an et demi. Quand on était au mois de... C'est long, non? Au mois de mai. C'est super long. Donc, du coup, le côté psychologique était vraiment très dur. Pas que pour moi, pour tout le groupe. Pourquoi s'entraîner comme des bêtes à 1 an et demi avant une compète, quoi. Même s'il faut le faire, clairement. Et comment tu gardes la motivation pour les JO dans ce cas-là? Parce que ça reste dans le coin de notre tête et que c'est un rêve ultime et du coup la motivation elle est là grâce à ça, quoi. Elle est là grâce à ça? Ouais. Même si on sait pas encore s'ils auront lieu vraiment, même si on sait pas finalement les sélections, même si on sait pas combien de personnes pourront le faire, s'il y aura un vaccin, pas de vaccin, il y a beaucoup de si, mais il est dans ma tête et j'y pense tous les jours quasiment, quoi. Est-ce qu'une Coupe du Monde, ouais, ça a autant de saveur que des JO? Entre guillemets, c'est des snacks, genre en gros pour patienter avant le repas principal, quoi. Enfin, si je peux. Non, permettre la métaphore, une Coupe du Monde, ça reste quand même très très intense, très fort, mais ça n'a rien à voir par rapport aux Jeux et même les championnats du monde ou d'Europe. Mais, d'accord, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui change? Des vainqueurs de Coupe du Monde, sur une saison, il y en a 8. Des vainqueurs de Jeux Olympiques, il y en a un tous les 4 ans déjà. Donc, il y a quand même plus de... C'est un peu la... Tous les 4 ans, 8, 16, il y a 32 vainqueurs de Coupe du Monde. Et alors que tous les 4 ans, il n'y a qu'un champion olympique, quoi. Donc déjà... j'avais jamais réfléchi en termes de stats comme ça. Et c'est vrai que ça... Déjà, et puis ça s'enchaîne, les Coupes du Monde, il y en a une par mois. Donc là, aujourd'hui, il y a l'avant-dernière Coupe du Monde que j'ai gagnée à Anaheim aux États-Unis. J'ai gagné la compétition. Je suis en finale sur un Italien, donc je gagne. Et la Coupe du Monde d'après, en pré-tournoi, parce que c'est sur deux jours, en tableau de 128, je perds. Donc je finis contre la même personne de la compète. Non, je perds pas sur la même personne. Mais lui qui était en finale avec moi aussi, il a fait le même résultat que moi. Donc on a fini centième tous les deux en gros.
Alors que 15 jours avant, on avait fait 1 et 2 sur la Coupe du Monde, quoi. La Donc vache. t'as des Des hauts et des bas comme des ça. hauts, des bas, des retours de situation, donc des Coupes du Monde, ouais, c'est... Mais ça, t'as pas envie de tout envoyer en l'air quand c'est comme ça? Non, t'as envie d'y retourner, de regagner. Et de Envie d'y retrouver ce retourner. plaisir de la gagne, D'accord. Ok. pour ma part en tous les cas, ouais. C'est un peu une Ouais. quête. Parce que, je sais pas, ça doit être frustrant non, de dire que t'étais au sommet, quoi. Et puis faut être vachement humble en fait. Quand même. Ouais, après, Dire sur- bon, bah ok. si on part sur le chiffre que je t'ai dit, donc de 8 compètes, 8 Coupes du Monde par an, sur moi, 13 ans de haut niveau senior, j'en ai peut-être loupé 3-4, mais j'en ai fait une centaine entre guillemets, et sur la centaine, j'en ai gagné 3. Des podiums, j'ai dû en faire 5-6, et des quarts de finale, 5-6 aussi, quoi. Donc, disons qu'il y a 80% pas de mauvais résultats, parce que j'ai pas fait que des mauvais résultats, mais de résultats que tu espères mieux, quoi. Donc, Ok. ça fait beaucoup quand même. Oui, Ça fait beaucoup. oui, ça fait beaucoup. Mais c'est pour tout le monde. Oui, t'auras le temps de te À part rattraper. il y a peut-être des exceptions, mais pour la plupart, c'est ça, quoi. Et encore, moi, j'en ai gagné quelques-unes des compètes. Donc déjà, T'as- ça... Ah, j'imagine on que est ça pas doit être beaucoup, hein. ça doit être On est un pas blast d'énergie, de Ouais, de ah bah oui, joie, carrément. C'est quoi Non, t'as un de tes meilleurs souvenirs? C'est quoi t'as un souvenir de la première compétition que t'as gagnée par exemple? C'était T'en souviens de La ça Havane à Cuba, ouais. La Havane à Cuba? Ouais, en 2012, je dirais. 2012? Ouais, c'était juste avant les Jeux de Londres. Mais en fait, malheureusement, je gagne la compétition, mais les sélections avant les Jeux étaient déjà finies. Donc Mince. je gagne la compète pour rien, entre guillemets. Ok. Bon, même pour, si elle était quand même importante. pour. Mais ça me oui, Enfin, ça se pour motive, ces Jeux-là, ça servait à rien, mais ça Ouais. m'a servi pour le après, bien sûr, totalement. Mais pour ces Jeux de Londres, non, ça m'a pas servi malheureusement. Mais ouais, ça reste, vu que c'est ma première grande victoire en Coupe du Monde, un gros souvenir, quoi. Ouais. Et quand est-ce que ça s'arrête tout ça? Enfin, je veux dire. Parce que là, bon, t'as le but quand même caché des Jeux Quand Olympiques. est-ce que ça s'arrête? Bonne question. Mais. J'ai la chance d'être très fort encore, malgré mon âge. Ouais. Et j'espère que ça durera. Et je sais pas quand fermer le livre, mais. Quand fermer le livre, ouais. J'ai pas envie de le fermer. Mais pour t'y l'instant. as déjà pensé ou pas? J'essaie de pas y penser. T'essaies de pas y penser. Ouais. J'y ai déjà pensé étant plus jeune. Là maintenant, je prends du plaisir, du kiff, ça marche. Donc en espérant que ça marche le plus longtemps possible, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Et ma femme me suit à fond, mes enfants, tout va bien, donc ça aide aussi, quoi. Ça aide aussi. Bon, en fait, c'est vraiment ce que je retiens en fait là. De ce que tu m'as dit en fait, c'est que depuis le début, toi, t'as créé une bulle. Ouais, familiale et. Familiale, amicale. Même avec l'entraîneur, hein, clairement. Et voilà, et au boulot, enfin, ouais. tout est là. Et C'est ça. en fait, t'as créé un système en fait où tu peux que bien évoluer là-dedans. Après, certains vont dire, y en a dans le groupe auparavant qui sont très individuels, qui n'ont pas besoin de tout ça, qui vivent tout seuls, qui ont très peu de relations avec l'entraîneur, tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin de cette bulle que j'ai créée, cet arbre que j'ai créé avec la famille, les amis, le staff, avec tout. Et c'est ce qui me permet d'être, de kiffer, d'être content d'aller m'entraîner tous les jours aussi. D'accord. Parce que c'est pas forcément les compètes aussi, c'est d'aller mettre la tenue tous les jours. Oui, c'est crevant, ouais. C'est fatigant et psychologiquement c'est usant. Ouais. Mais quand t'es content d'y aller, déjà, c'est une grande victoire. Ouais. C'est une question de l'habitude, tu penses ou pas? Ouais, aussi, oui, c'est devenu une routine entre C'est guillemets. devenu la routine et de toute Ouais. façon c'est comme ça et Même s'il faut pas trop tomber dans cette routine justement pour garder le haut niveau, pour être toujours très performant. Faut casser un peu ces routines, c'est ce qu'on essaie de faire justement dans tout ce qui est à côté de l'escrime. Des sports co, des sorties karting, des stages à droite à gauche en France ou à l'étranger. C'est ce qui sort de cette routine aussi qui nous permet d'avancer aussi. Tu penses que tu peux pas Enfin, c'est les limites de la performance de trop de routine, tu veux dire? Ah ouais, totalement. Pourquoi? Bah parce que dans cette route, si tous les jours tu fais la même chose, bah ça devient lassant. Je pense que c'est comme si tous les jours tu fais le même boulot, je parle pas de sport, mais tous les jours tu sais que tu dois être à 8h00 au travail, refermer ton écran à 12h00, reprendre à 14h00, finir à 18h00. Tu te lasses aussi au bout d'un moment, tu as envie de changement, tu as besoin d'évolution de carrière, de bouger, de faire d'autres choses. Ouais. Bah, c'est un peu pareil nous l'escrime. dans le sport à l'escrime. On a besoin si on s'entraîne tous les jours à l'INSEP, aux mêmes horaires, tout pareil, tout le temps, même entraîneur, même groupe, même séance, au bout d'un mois, 2 mois, on devient tous fous. Hein. Tu craques? On craque tous. Ouais. Ah, c'est On a fou besoin ça.
t'as plus envie d'aller. Tu t'endors en fait. Voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est une routine qui est pas bonne, entre guillemets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté passage obligé quand même? Parce que tu vois, Alors, à un moment il y a des gammes, il y a des. Voilà, exactement. Comment... Par contre, faut arriver à trouver ce juste milieu, c'est là où les entraîneurs sont forts. Ce juste milieu à avoir une routine d'entraînement technique, physique, qu'il faut garder la base, on va dire, tout en arrivant à sortir un petit peu des fois des sentiers battus pour pouvoir créer de l'envie, de l'amusement, de la performance. créativité. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le préparateur physique qui a un rôle très important là-dessus aussi. D'accord. Je pense notamment, il y a à la sortie du confinement, il nous a emmenés dans la forêt de Fontainebleau, on a fait de l'escalade là. Ok. Enfin, ça peut être de tout et de rien. Et ça quoi. contribue au bien-être du groupe, à notre performance, ouais. Ah bah oui, parce que c'est pour le Ouais. bien-être du groupe. Ok. Mhm. D'accord. Ouais, Ok. totalement. Ok. Ah, c'est extra. C'est notre force. Ok. Et bah, écoute, Julien, c'était super intéressant. Merci à toi, hein, c'est très sympa aussi pour échanger, c'est pas souvent. C'est cool. pas souvent. Non, non, c'est très sympa de mettre la pouvoir lumière, échanger, c'est puis de pouvoir que les gens aient une vision un peu globale, on va dire, pas que sur la piste des matchs que l'on a. S'ils sont curieux de l'escrime, quelle arme tu conseillerais de. Le fleuret, bien Le sûr. fleuret, évidemment. C'est même pourquoi je pose la question. Bien sûr. De toute façon, à l'escrime, entre guillemets, on commence toujours au fleuret. Après, on évolue en fonction de l'entraîneur ou de si on a envie, plutôt à l'épée ou au sabre. Mais on commence toujours un petit peu au fleuret parce que le fleuret, il permet de tout voir, toutes les actions, offensives, défensives, les déplacements. Donc, Bon, j'ai pas fait mon cheval, mais c'est vrai que l'escrime, le fleuret, je trouve que c'est le meilleur équilibre entre l'épée, où c'est très statique. Voilà, et le sabre où là c'est que de l'explosivité. C'est que l'explosivité où ça se fonce dans le tas. Exactement. J'imagine que c'est plus subtil que ça, mais en tout cas d'extérieur c'est c'est ça. C'est l'impression que ça donne quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur le Grand Bain. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu et que tu as pu trouver des petites inspirations, des petits indices sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast et surtout me laisser des commentaires car ils me donnent des feedbacks et me permettent d'améliorer mon podcast en continu. À bientôt sur le Grand Bain.